Il y a des jours qui portent le poids de toutes les années passées, et pour moi ce jour-là, dans ce bureau d'avocat glacial de Grosvenor Square, à Londres, le poids était insoutenable. Mon père, Édouard Dupont, était mort 6 semaines plus tôt. Il était le patriarche, le fondateur de Dupont et Fils, une dynastie bâtie sur le commerce d'antiquités et la finance, et son testament était attendu comme un jugement divin par toute la famille. Mais pour moi Camille, la tante N, était pas celle de la richesse, était celle de la reconnaissance, même tardive, même symbolique, après une vie passée dans l'ombre de mon frère Michael. Était assise sur un fauteuil en cuir sombre, le dos droit, tentant de masquer la tempête qui faisait rage en moi. La moquette épaisse, le bruit étouffé de la circulation londonienne. Tout dans cet endroit sentait l'argent froid et l'histoire que l'on ne pouvait réécrire. La lecture du testament N était pas une formalité. Était événement qui allait figer pour toujours la place que j'occupais dans cette famille. Une place que j'avais toujours redoutée. Mon père n'avait jamais été un homme de mots doux, mais j'avais espéré que la mort, au moins, adoucirait son jugement à mon égard. Je savais au fond que Michael avait déjà gagné cette bataille bien avant que notre père ne ferme les yeux. Le bureau de Maître Davy, avec ses boiseries sombres et ses livres reliés de cuir, était le tribunal où l'on allait officialiser ma déchéance. Je sentais déjà le regard de Michael sur moi, un mélange d'ennui et de supériorité, ce regard qu'il avait perfectionné au fil des décennies. Un regard qui disait « Tu n'es rien ici ». Depuis l'enfance, j'avais été la fille sensible, tandis que Michael était le successeur. Papa avait vu en lui la force brute, l'ambition impitoyable nécessaire pour diriger Dupont et Fils. J'avais beau avoir étudié les finances, parlé 5 langues et proposé des stratégies innovantes pour moderniser l'entreprise, mes idées étaient systématiquement rejetées, souvent avec un simple haussement épaules. Camille, ce n'est pas ton affaire. Cette phrase était la bande-son de ma vie adulte. Michael, lui, n'avait eu qu'à exister pour recevoir les clés du royaume. Il avait un charisme superficiel et une arrogance qui plaisaient à mon père, qui confondait ambition et mépris. J'avais passé des années à essayer de prouver ma valeur, non pas pour l'argent, mais pour l'amour et le respect. Mais plus j'essayais, plus je m'enfonçais dans le rôle de l'enfant incompétent. Michael savourait chaque échec, chaque rebut fade que je subissais. Il ne m'humiliait jamais de façon théâtrale en public. Il utilisait une forme de mépris silencieux, beaucoup plus insidieuse, qui me rongeait de l'intérieur. Il me coupait la parole lors des dîners de famille, traitait mes suggestions comme des plaisanteries légères et, pire que tout, faisait semblant de ne pas remarquer ma présence. Ce jour-là, dans ce bureau d'avocat, Craig Mike était la consécration de cette dynamique. Michael s'apprêtait à récolter l'héritage de sa suffisance, et moi, celui de mon silence. Je me souvenais de la dernière réunion familiale, où j'avais osé parler de l'expansion numérique. Michael avait éclaté de rire, le traitant de « passe-temps de jeune fille », loup, tandis que notre père hochait la tête en signe d'approbation. La douleur de ces années invisibles était cristallisée, attendant son heure. Dupont et Fils N était pas seulement une entreprise. Était le 3e enfant de mon père, le plus aimé. Était le cœur de notre fortune, et était la source principale de mon exclusion. Michael avait été introduit au conseil d'administration dès Lille, à l'âge de 25 ans, apprenant les ficelles du pouvoir dans les arrière-salles de Lille, élite londonienne. Moi, était relégué aux tâches administratives mineures, souvent même à la gestion des archives, loin des décisions stratégiques. Quand je soulevais des questions sur la gestion des flux ou les investissements, on me disait que était trop méticuleuse, ou trop émotionnelle. Pourtant, mon père avait toujours valorisé la rigueur. Mais il y avait une différence fondamentale entre la rigueur de Michael, une façade polie qui cachait une ambition sans scrupules, et la mienne, basée sur les chiffres et l'honnêteté. J'avais le sens des affaires, mais je n'avais pas l'audace de la malhonnêteté. C'est peut-être pour cela qu'il me tenait éloigné, loin des yeux, loin du cœur, et surtout, loin des comptes. J'avais longtemps accepté cette injustice, me disant que l'intégrité était ma seule récompense. Mais au fil des ans, l'amertume était installée, nourrie par les regards condescendants de Michael, et le silence approbateur de mon père. Était la gardienne silencieuse de la vérité, celle qui voyait les fissures dans le marbre sans avoir le droit de les désigner. Ce testament, était le prix final à payer pour avoir été l'enfant honnête mais indésirable. Ma résignation face à mon rôle de parente pauvre avait commencé à s'effriter il y a environ 2 ans. Était alors toujours assigné à l'archivage numérique de l'entreprise. Était une tâche fastidieuse, que Michael considérait comme la punition parfaite pour mon insistance à vouloir m'impliquer. Mais c'est précisément là, dans le silence des serveurs, que j'ai commencé à apercevoir les anomalies. Je traitais des milliers de fichiers, de vieux registres, de transactions oubliées. Et c'est en croisant des données d'anciens comptes clients, avec des flux de dépenses récentes que j'ai trouvé le premier fil lâche. Au début, ce N était rien de tangible, juste une intuition. Des sommes importantes transitaient par des sociétés écrans dont les noms me semblaient familiers, mais jamais liés officiellement à Dupont et Fils. Ces transactions étaient toujours validées par Michael,
et elle disparaissait dans des paradis fiscaux sous des prétextes vagues d'investissement extérieur. J'ai eu froid. Ce N n'était pas une erreur comptable. C était un détournement de fonds organisé, méthodique, et il se déroulait sous le nez de notre père, ou peut-être, avec sa connaissance silencieuse et complice. Cette découverte a instantanément transformé ma souffrance en un sentiment d'urgence et de danger. Le mépris que Michael m'infligeait était plus seulement personnel. Il était lié à une trahison bien plus grande qui menaçait l'héritage familial. À partir de ce moment, ma vie a basculé. Je ne cherchais plus la reconnaissance, je cherchais la preuve. Je suis devenue une ombre dans l'entreprise. Utilisant mes compétences d'archiviste pour infiltrer les systèmes de Michael, j'ai agi en secret, le cœur battant, terrifiée à l'idée d'être découverte. Il me fallait des preuves irréfutables pour que le monde, et surtout notre famille, croie à l'horreur. J'ai découvert des chaînes d'emails, des documents bancaires scannés, des factures truquées qui remontaient à plus de 5 ans. Michael N. était pas seulement arrogant, il était véreux. Il utilisait les fonds de l'entreprise pour financer son train de vie extravagant et des investissements personnels douteux, camouflant les pertes sous le nom de projets avortés. Ces emails étaient accablants. Il s'y vantait même, dans un échange avec son associé à Genève, d'avoir réussi à cacher ses petits jeux à notre père, le qualifiant de vieil homme naïf, mais pratique, busta. C était le pire coup de poignard. Mon père, peut-être, n'était pas complice. Il était la victime d'un fils qu'il avait aveuglément préféré. Chaque email que j'enregistrais sur une clé USB cryptée était un pas vers la justice, mais aussi un pas vers le gouffre. Je savais que si je révélais cette vérité trop tôt, Michael me détruirait sans hésiter. Je devais attendre le moment parfait, événement public où sa chute serait la plus retentissante. Porter ce secret était lourd, plus lourd que toutes les humiliations précédentes. Je devais continuer à jouer le rôle de Camille, la sœur effacée et inoffensive. Michael redoublait d'efforts pour m'ignorer, m'envoyant des emails d'entreprise remplis d'ordres méprisants, ignorant que j'avais une copie de ses manœuvres frauduleuses dans ma poche. J'ai développé une carapace de calme absolu. Pendant les dîners de famille, alors qu'il se pavanait en parlant de ses succès à la tête de Dupont et Fils, écoutais, souriante, imaginant le moment où cette façade s'effondrerait. Je savais qu'il allait hériter de la majorité de la société, était une certitude. Mon père avait mis noir sur blanc sa préférence, mais j'avais réalisé que peu importait qui détenait le pouvoir légalement. Ce qui comptait, était la légitimité morale. Michael allait se pavaner avec son héritage illégitime, et j'allais lui arracher son masque au moment où il serait le plus fort, le plus intouchable. Je gardais mon silence, non par faiblesse, mais par stratégie. J'avais les preuves en secret que Michael était un voleur, et cette connaissance était ma seule force, mon bouclier contre l'oubli. J'attendais patiemment que le rideau se lève sur la dernière scène. La lecture du testament. Nous étions tous là. Dans la salle d'attente, Michael, sa femme Clara, aussi froide et hautaine que lui, moi-même, et quelques membres éloignés de la famille, nos cousins et tantes qui attendaient, les mains moites, la miette d'une fortune colossale. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Je pouvais sentir la cupidité flottant autour de moi. Michael ne daignait pas me regarder. Il parlait à Clara de leur projet d'acheter un yacht, utilisant un ton de voix juste assez fort pour s'assurer que tout le monde entende. Il cultivait l'image de l'héritier légitime, celui qui allait perpétuer la gloire de Dupont. Il riait fort à ses propres blagues, un rire faux qui résonnait dans le silence guindé du cabinet. J était assise à Icar, petite silhouette en noir, observant. Les autres m'ignoraient poliment, habitués à ma position subalterne. Ils devaient se demander pourquoi J était même présente, si ce ne était pour recevoir un bibelot sentimental. La douleur était une compagne familière, mais aujourd'hui elle était différente. Elle était aiguisée par la détermination. Je était plus la victime résignée. Ju était l'arbitre de la chute imminente. Maître Davy, l'exécuteur testamentaire, est apparu, un homme sec et solennel. Il nous a invités à entrer dans la salle de conférence. Michael s'est levé le premier, ajustant sa cravate, avec l'assurance d'un roi qui entre dans son trône. Il a marqué une pause devant la porte, s'est tourné vers moi, et pour la première fois de la matinée, elle m'a humilié publiquement, même subtilement. « Camille, ma chère, assieds-toi près de la porte, je crois que ce sera plus pratique pour toi. Tu n'auras pas à te déplacer beaucoup, j'imagine. » Le sous-entendu était clair. Mon héritage serait si insignifiant que je n'avais pas besoin d'une place centrale. C était une petite pique, mais devant toute la famille, elle a résonné comme un coup de fusil. Les cousins ont souri nerveusement, Clara a levé les yeux au ciel. J'ai senti le rouge me monter aux joues, cette ancienne sensation de brûlure qui accompagnait chaque attaque. J'ai inspiré profondément. J'ai choisi la chaise au bout de la table, la plus éloignée de lui. Je me suis ancrée dans ma résolution. Michael, je suis là pour tout écouter. Assieds-toi. Ma voix était calme, plate, sans émotion. Il a été visiblement déçu de ne pas voir ma réaction habituelle de retrait. Il ne savait pas que le silence que j'offrais était l'aile, œil du cyclone. Maître Davy a pris place à l'extrémité de la longue table en acajou,
les épais documents posés devant lui. L'atmosphère était celle d'une salle d'opération. Le silence uniquement rompu par le grattement du stylo de l'avocat qui préparait ses notes. Il a commencé par les formalités, la mort de mon père, le respect de ses dernières volontés. Il a lu les clauses préliminaires d'un ton monocorde, nous rappelant le caractère irrévocable de ses dispositions. J'ai regardé Michael. Il était penché en avant, les mains jointes, affichant un air de respect contrit qui ne trompait personne, surtout pas moi. Il attendait sa couronne. Je luttais contre l'envie de lui hurler la vérité, de briser ce moment de mascarade avant qu'il ne commence. Mais je me suis retenu. Je devais laisser le processus se dérouler. Il fallait que le pic de son triomphe soit atteint pour que l'impact de la révélation soit maximal. Chaque seconde de silence avant que Maître Davy ne commence la lecture des legs importants était un supplice, mais aussi une préparation mentale. Je revoyais mentalement les emails, les dates, les chiffres. Maître Davy a enfin ouvert le dossier, et les premières paroles ont scellé le destin de quelques associations caritatives mineures, puis des tantes et cousins. Nos noms allaient venir ensuite. Maître Davy a commencé par les legs moindres. Quelques œuvres d'art pour les musées, des sommes modestes pour la domesticité fidèle. La tension montait à chaque page tournée. Quand l'avocat a atteint la section de la famille proche, Michael s'est redressé, souriant légèrement. Il savait qu'il était le suivant. J'avais le ventre noué. Il a d'abord mentionné la résidence secondaire en Écosse, léguée à la famille élargie, à partager. Une façon, je suppose, de donner une illusion d'unité. Puis, la voix de l'avocat est devenue plus grave, annonçant le cœur de la succession, la répartition des actifs majeurs, concernant les actions de la société Dupont et Fils. J'ai senti le regard de tous se diriger vers Michael, le successeur désigné, l'homme qui avait géré l'entreprise pendant les dernières années de maladie de mon père. J'avais le souffle coupé, non pas par envie mais par la confirmation imminente de l'injustice. Je savais que mon nom ne viendrait qu'après, si tant est qu'il soit associé à un actif de valeur. Maître Davy a lu. Je lègue la quasi-totalité de mes parts, soit 65% des actions de Dupont et Fils, ainsi que l'entière responsabilité de gestion de la holding, à mon fils, Michael-Édouard Dupont. Un soupir étouffé a parcouru la pièce. 65%. C était une majorité absolue, un pouvoir incontestable. Michael s'est permis un sourire de satisfaction à peine masqué. Un léger hochement de tête en direction de sa femme Clara. Son air triomphant était insupportable. Les cousins ont rapidement félicité Michael à voix basse, s'assurant de flatter le nouveau chef de famille. J'ai gardé mon visage neutre. J'avais anticipé ce chiffre. Je l'avais même calculé dans mes scénarios. Il avait hérité du pouvoir. Maintenant il allait chercher à m'enterrer définitivement. Maître Davy a continué, détaillant les autres actifs majeurs légués à Michael. L'hôtel particulier à Paris, le portefeuille d'actions principales, les comptes bancaires suisses. C était la confirmation du favoritisme absolu. Michael venait d'être officiellement couronné. Mon cœur battait la chamade, le moment de vérité pour moi approchait. Après la liste gargantuesque des biens légués à Michael, Maître Davy a tourné la page. Il a pris une seconde pour ajuster ses lunettes, et je savais que mon nom allait enfin apparaître. Concernant ma fille, Camille Hélène Dupont, Michael a fait un bruit de gorge, l'air de s'ennuyer profondément. L'avocat a repris, je lui lègue une allocation annuelle, tirée des bénéfices de l'entreprise, pour ses besoins personnels, ainsi que la petite maison de campagne dans le Somerset. La petite maison de campagne, C, était la résidence la plus modeste, celle où j'allais quand j'y étais enfant pour échapper aux tensions familiales. L'allocation annuelle était symbolique. Une rente pour m'assurer que je ne manque de rien, mais absolument sans influence ni pouvoir. Maître Davy a précisé la somme de l'allocation. Chux était dérisoire par rapport à la fortune de la famille, une aumône. J'ai senti les regards compatissants, mais gênés, des autres membres de la famille. Ils voyaient bien l'eau et abyssale entre les 65% de contrôle et ma petite rente. C était la validation publique de mon statut, la parente maintenue à flot, mais tenue à l'aile, écart. Je était rien. Avant que Maître Davy ne puisse passer à la clause suivante, Michael a brisé le silence tendu. Il s'est tourné vers moi, affichant une fausse bienveillance, mais sa voix était pleine de venin. C'est très généreux de la part de papa finalement. Une rente, cela évite à Camille de devoir gérer des choses compliquées. Il a marqué une pause, et a lancé l'attaque que j'attendais, celle qui allait justifier son mépris de toutes ces années. Après tout, nous savons tous ici que Camille a toujours manqué de la rigueur et de la compétence nécessaires pour diriger une entreprise de cette envergure. Elle a toujours été trop fragile. Je suis sûre qu'elle est soulagée de ne pas avoir de vraies responsabilités. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Il m'avait humilié publiquement. Devant les avocats, devant la famille, il avait confirmé ce que tout le monde pensait. Hey, étais incompétente, incapable, indigne. Mes joues ont brûlé. La douleur ancienne est remontée, mais cette fois, elle était froide, glaciale. Il avait franchi la ligne. Ce N était plus seulement l'héritage. C était mon honneur qu'il piétinait. Dans le silence qui a suivi la cruauté de Michael, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas réagi. J'ai respiré,
et dans mon esprit j'ai entendu le clic de verrouillage d'un mécanisme que j'avais préparé pendant 2 ans. Il avait son triomphe, il avait son moment de gloire, en m'appelant fragile. Mais il ne savait pas que cette fragilité était une armure qui cachait une vérité bien plus lourde que tout l'or qu'il venait d'hériter. Je me suis penché légèrement en avant, le regard fixé sur Michael. Pendant toutes ces années de mépris silencieux, j'avais conservé les emails, les documents, l'intégralité de la preuve de sa trahison. Il m'appelait incompétente pour hériter de quoi que ce soit, mais dans quelques instants, il allait réaliser que la seule raison pour laquelle il était capable d'hériter était son talent pour le vol. J'ai doucement sorti de ma sacoche, ma petite clé USB cryptée, la serrant dans ma main. La salle était encore silencieuse, attendant ma réaction de détresse. Était le moment décisif. J'allais enfin révéler la vérité. Ce jour-là, tout allait changer. Michael, tu as souri pour la dernière fois. J'ai respiré à fond, sentant l'adrénaline se propager dans mes veines, une vague de force froide remplaçant les années d'angoisse. Michael, sûr de son effet, était déjà tourné vers l'assemblée, savourant les regards de pitié et les murmures étouffés qu'il avait provoqués. Il avait gagné la bataille de l'opinion. Mais il n'avait pas encore vu la guerre que j'avais préparée. Tu vois, Hélène, lança-t-il. Un sourire suffisant figé sur son visage. Papa pensait à toi. Il savait que l'argent de la succession ne suffirait pas, mais il t'offre une belle somme pour te réorienter. Sa voix dégoulinait de condescendance, comme si je n'étais qu'une enfant à qui l'on donnait des bonbons pour apaiser une crise. Tante Isabelle a posé sa main sur mon bras, un geste que j'ai immédiatement repoussé. Je n'avais besoin de la pitié de personne. Mon regard s'est ancré dans celui de Michael. Il s'attendait à des larmes, à de la gratitude forcée, ou à une fuite honteuse. Au lieu de cela, il a trouvé une détermination de granit. Le silence s'est fait, plus lourd encore que celui qui avait suivi ses paroles cruelles. J'ai ouvert la bouche, et ma voix, bien que basse, a résonné avec une autorité nouvelle, une autorité qu'il n'avait jamais entendue chez moi. Était le calme terrifiant qui précède toujours la tempête. Je t'en remercie, Michael. Ai-je commencé, ma politesse le déstabilisant visiblement, mais l'offre généreuse de papa était de 50 000 livres sterling, ce qui, au vu de l'ampleur de la succession, n'est qu'une goutte d'eau. J'ai fait une pause pour m'assurer que Maître Davy notait bien l'ironie. Cependant, si l'on parle de César, réorientation, je pense que nous devrions aborder le véritable héritage qui nous incombe. La société d'Orient et Fils. Michael a haussé les sourcils, un mélange de surprise et d'agacement. Il a essayé de reprendre la main. Nous y viendrons, Hélène. Mais d'abord parlons de cette somme. Je suis prêt, par bonne volonté fraternelle, à te verser un supplément de 20 000 livres, pour t'aider à trouver ton chemin. Considère cela comme une indemnité de départ anticipée, afin de ne pas encombrer les affaires de la société par des questions trop complexes pour toi. Il était en train d'essayer d'acheter mon silence, de me faire signer un renoncement tacite à toute ingérence future. Était une tentative désespérée de même, écarter de la table avant que le véritable travail ne commence. J'ai secoué la tête, lentement. C'est très aimable, Michael. Mais je n'ai besoin ni de ta pitié, ni de ton argent. Ce que j'exige, en tant qu'actionnaire minoritaire de Dorian et Fils, aussi insignifiante que soit ma participation, c'est la transparence. Mon changement de ton, passant de la victime passive à l'intervenante corporative, a déconcerté tout le monde. Maître Davy a redressé sa cravate, visiblement mal à l'aise, car il sentait que les règles du jeu venaient de changer. Avant de signer quoi que ce soit, et avant que le tribunal n'entérine ce testament, j'aimerais avoir une vue détaillée des bilans des 2 dernières années. Je pense que tous les membres de la famille présents qui ont des intérêts dans cette succession méritent de savoir où nous en sommes financièrement, après la gestion soudaine de Michael. Mon utilisation du mot soudaine portait un sous-entendu que seuls les plus avertis l'avocat et mon frère pouvaient décoder. La gestion soudaine était la période où papa était mourant, et où Michael avait pris les pleins pouvoirs sans surveillance. Michael a explosé de rire. Un rire faux et surjoué qui résonnait dans la pièce lambrissée. Des bilans ? Hélène, soyons sérieux, tu n'as jamais mis les pieds dans l'entreprise, à part pour les dîners de Noël. Tu es trop incompétente pour hériter d'un seul penny, et encore moins pour comprendre la complexité des comptes internationaux. Il s'est tourné vers Maître Davy. Est-ce que nous devons vraiment perdre notre temps avec ces fantaisies ? Maître Davy, cependant, a affiché une expression plus professionnelle que satisfaite. Monsieur Michael. Mademoiselle Hélène est actionnaire. Elle a le droit de demander à consulter les documents financiers. C'est un droit légal. Michael l'a fusillé du regard, mais l'avocat était inébranlable sur ce point. Très bien, a craché Michael. Mais ne t'attends pas à ce que je m'assieds ici pour t'expliquer la balance des paiements. Tes compétences se limitent à tes blocs de décoration. Cette dernière pique, cette humiliation facile, était le dernier clou qu'il enfonçait. Il ignorait que j'avais passé plus de temps sur les bases de données financières que sur n'importe quel blog. J'ai souri, un sourire mince qui n'atteignait pas mes yeux. Je n'ai pas besoin de vous pour m'expliquer la balance des paiements, Michael. Je suis plus intéressé par les anomalies qui ressortent du rapport d'audit interne, notamment la ligne relative aux dépenses imprévues pour le 3e trimestre de l'année dernière.
La petite phrase a eu l'effet d'une décharge électrique. Michael s'est figé. Son rictus de suffisance a disparu, remplacé par une expression d'inquiétude et de confusion. Comment pouvais-je connaître l'existence d'un rapport d'audit interne et, pire, d'une ligne spécifique? Maître Davy, dont la profession est de repérer les signaux d'alarme, m'a regardé attentivement. Mademoiselle Hélène, avez-vous eu accès à des documents non publics? J'ai évité de répondre directement, maintenant la pression. Disons que j'ai mené mes propres recherches, maître. Ce poste de dépense imprévu de plus de 4 millions de livres n'a pas été justifié de manière satisfaisante. J'aimerais savoir où est passé cet argent, avant de donner mon accord pour la cession définitive des parts de mon père. L'air dans la pièce est devenu étouffant. Ma tante Isabelle et mes cousins ont commencé à se regarder, comprenant que la conversation avait dérapé vers quelque chose de bien plus grave qu'une simple dispute d'héritage. Michael a tenté une nouvelle diversion, sa voix tremblante d'une colère mal contenue. C'est absurde! Ce sont des rumeurs d'employés mécontents. Tu inventes tout, Hélène. Tu n'es qu'une personne amère qui essaye de saboter ce que papa nous a laissé. J'ai maintenu mon calme, la voix toujours égale et clinique. Je ne parle pas de rumeurs, Michael. Je parle du transfert de balles. Plus précisément du transfert effectué le 14 mai de l'année dernière, vers un compte offshore non identifié. J'ai la preuve de l'instruction de ce transfert, envoyé depuis ton adresse email professionnelle. J'ai jeté ces mots comme des pierres. Le silence de Michael était la seule réponse dont j'avais besoin. Il avait l'air d'avoir avalé sa langue. Il savait que le transfert de balles était sa plus grande erreur, l'opération qu'il avait crue la plus secrète. À cet instant, j'ai senti la satisfaction cathartique de 2 années de labeur invisible. Pendant que Michael me dénigrait en public, me traitant d'incompétente et de fardeau, Jits était chez moi, plongé dans des bases de données et des serveurs d'email. J'avais contacté des lanceurs d'alerte discrets, des anciens employés licenciés par Michael, et j'avais recoupé des preuves avec une patience chirurgicale. J'avais gardé ce secret, l'amertume et l'humiliation, me nourrissant de la certitude que ce jour viendrait. Je ne luttais pas pour l'argent, je luttais pour que la vérité soit exposée, pour que mon père qui m'avait tant aimé ne laisse pas son entreprise être détruite par l'avidité de son fils préféré. Michael me regardait avec une haine pure, mais elle était mêlée de peur, une peur glaciale qu'il n'avait jamais montrée. Il venait de comprendre que sa petite sœur Anne était plus la brebis égarée. Maître Davy a frappé légèrement sur la table avec son stylo. Le bruit minuscule a brisé la tension. Monsieur Michael, vous devez répondre à l'accusation. C'est une allégation extrêmement grave. Mademoiselle Hélène affirme détenir la preuve d'un détournement de fonds. Michael est sorti de sa stupeur, hurlant. C'est de la diffamation! Elle n'a rien! Elle invente tout pour me nuire, parce qu'elle est jalouse de ce que papa m'a donné. Il s'est levé, ses mains tremblant de rage. Je vous interdis de prêter attention à ces mensonges. J'ai croisé les bras, mon regard toujours fixé sur Maître Davy, ignorant l'hystérie de mon frère. Maître, je n'ai aucune intention de diffamer qui que ce soit. Je veux simplement projeter les preuves. En tant qu'actionnaire, la loi me donne le droit d'examiner les informations qui mettent en danger la solvabilité de la société. Et cette information a été cachée à mon père jusqu'à sa mort. J'ai donné à Michael le regard que j'avais réservé à mon ennemi juré. Était le moment. J'ai plongé la main dans mon sac à main, la même pochette que j'avais portée avec moi lors de son humiliation quelques minutes auparavant. Je n'en ai pas sorti un papier, ni un chèque, mais une petite clé USB noire, brillante et discrète. Je l'ai déposée au centre de la table, juste devant Maître Davy. Le bruit métallique de la clé heurtant le bois poli a retenti comme un coup de feu. Maître, ces documents contiennent la correspondance email entre Michael et son complice à balles, détaillant l'orchestration du transfert et la création de la fiducie offshore, ainsi que les instructions claires pour cacher cette manœuvre aux auditeurs officiels. Michael a fait un pas vers la table, ses yeux paniqués fixés sur la clé USB. Il a levé la main pour la saisir, mais Maître Davy a été plus rapide, couvrant l'objet de sa main, son regard sévère. Monsieur Michael, un tel comportement n'est pas acceptable. Michael, pris au piège, n'avait plus son air suffisant. Il était désespéré, piégé par l'objet même, qu'il avait jugé insignifiant, moi. C'est illégal. Vous ne pouvez pas regarder ça. Elle a piraté mon compte. J'ai levé une main. Mes preuves ont été obtenues légalement. Elles proviennent des sauvegardes du serveur d'entreprise non purgé, que j'ai pu récupérer juste après le décès de notre père, avant que Michael ne puisse faire disparaître les traces. Je me suis adressé à Maître Davy avec une clarté absolue. Je demande formellement, au nom de tous les actionnaires et des bénéficiaires de la succession de mon père, que ces preuves soient examinées immédiatement. Si ces documents sont authentiques, et je vous assure qu'ils le sont alors, Michael a abusé de sa position, et a mis en péril l'intégralité de la fortune familiale. L'avocat a soupiré lourdement. Il n'avait plus le choix. Son devoir professionnel primait sur la discrétion familiale. Michael s'est effondré sur sa chaise. Il n'y avait plus de ricanement, plus de moquerie. Seulement la réalisation brutale et absolue qu'il était exposé. Il a balbutié. « Hélène, s'il te plaît, ne fais pas ça. Westis, Galgi, Welgi, Galgina. »
Les mots étaient sortis comme un faible murmure, une supplique pathétique, qui venait d'un homme habitué à la puissance, et qui se voyait soudainement dépossédé de tout. L'horreur de comprendre qu'il avait sous-estimé la femme qu'il avait humiliée le plus de fois dans sa vie l'a submergé. Il ne s'était jamais douté que pendant qu'il s'assurait de mon isolement, je travaillais dans l'ombre, silencieusement, pour rassembler les munitions nécessaires à sa destruction. Il avait tout perdu dans les quelques minutes qui venaient de s'écouler. Il m'avait humilié publiquement, et maintenant j'étais sur le point de dévoiler la vérité qui le démolirait. Maître Davy a fait signe à son associé d'installer le matériel de projection. La salle, habituellement dédiée aux formalités ennuyeuses des successions, s'est transformée en tribunal improvisé. L'associé a branché la clé USB sur l'ordinateur portable et a mis sous tension le petit écran plat habituellement utilisé pour les présentations. Le fond écran bleu d'ordinateur a cédé la place à un dossier intitulé sobrement « Preuve mai 20XXX ». J'ai projeté la vérité, pas avec des mots, mais avec des faits irréfutables et numériques. J'ai donné les instructions à l'associé, veuillez ouvrir le document, email, 14 52 022-, instruction balle, et K. Tous les regards étaient rivés sur elle, écran, tous attendant, y compris tante Isabelle, qui avait l'air horrifiée par la tournure des événements. Le suspense était insoutenable. Le premier email est apparu à l'aile, écran, un texte bref et sans ambiguïté. Objet, confirmation du transfert spécial Q3. L'expéditeur, Michael Dorian. Le destinataire, une adresse email cryptée de balles. Le corps du message expliquait clairement l'instruction de procéder au mouvement de 4,1 millions de livres sterling vers la fiducie Caymans, sous couvert de dépenses d'acquisition logicielle urgente. Le message se terminait par un avertissement de confidentialité. Assurez-vous qu'aucune trace papier ne soit laissée, et que l'opération reste hors du périmètre de l'audit de fin d'année. J'ai révélé la vérité. La preuve était là, noir sur blanc, froidement légale et accablante. Maître Davy a ajusté ses lunettes, sa voix devenant formelle, lisant chaque mot de la preuve à voix haute pour que l'assemblée puisse en mesurer la gravité. Quand Maître Davy a fini de lire l'email, personne n'a parlé. Le seul bruit était le léger bourdonnement de l'air conditionné. La salle est devenue silencieuse. Un silence si lourd qu'il semblait aspirer l'oxygène. Le choc avait anesthésié toute réaction immédiate. La famille, qui avait été témoin de l'humiliation publique, était maintenant témoin d'une trahison financière aux proportions massives. Michael, le fils prodigue, le successeur désigné, était un voleur. Je me suis penché légèrement en avant, regardant Michael pour la dernière fois avec le masque de la pitié. Il était détruit, son visage livide. À cet instant, il n'était plus mon agresseur. Il était simplement l'homme dont le monde venait de s'effondrer devant mes yeux. La justice était là, immédiate et implacable. Michael était figé, sa peau prenant la teinte cireuse d'un cadavre. Il transpirait, mais était une sueur froide, celle de la panique la plus pure. « C'est un montage !» cracha-t-il, une tentative désespérée de reprendre le contrôle, sa voix cesse, élevant en un timbre aigu qui manquait cruellement de conviction. « C'est faux ! Elle a toujours été jalouse de moi, elle essaye de me piéger !» Mais ses yeux trahissaient sa terreur. Il ne regardait personne d'autre que le grand écran de projection, fixant l'objet du deuxième courriel qui venait d'apparaître, détaillant une transaction encore plus importante vers une autre fiducie offshore aux îles Caïmans. Était la confirmation que ce n'était pas une erreur mais un système, une spoliation méthodique et planifiée, étalée sur près de 5 ans. Maître Davy, d'une voix calme et professionnelle, coupa court à sa protestation. Monsieur Dorian. Ces documents ont été authentifiés par un expert médico-légal en informatique. Ils proviennent de vos archives professionnelles sécurisées. Il y a plus de 100 courriels, avec des preuves de transfert bancaire corroborées par les relevés de l'entreprise. Il n'y avait aucune échappatoire. Chaque mot que prononçait l'avocat était un coup de marteau sur la vitrine dorée de l'image que Michael avait si soigneusement construite. Ma mère, qui était appuyée sur le bras de ma tante, laissa échapper un sanglot étouffé, non pas de chagrin, mais d'incrédulité et de honte. Elle venait de voir l'aile étendue de la trahison de son fils. J'ai gardé le silence, observant Michael s'effondrer. Était le moment où je pouvais enfin mesurer, par sa détresse absolue, la profondeur de la douleur qu'il m'avait infligée pendant toutes ces années. La tension dans la salle était devenue presque physique, palpable. L'air frais de Londres ne suffisait pas à disperser l'étouffante atmosphère de trahison. Les autres membres de la famille, tantes, oncles, cousins, qui avaient toujours écouté les récits de Michael sur son propre succès et mon incompétence, se tournaient maintenant vers lui avec un mélange de dégoût et de pitié. Ils comprenaient qu'ils avaient été dupés, eux aussi. Maître Davy, après avoir projeté le dernier courriel accablant, celui où Michael se plaignait du risque qu'il prenait, juste pour s'assurer que cette entreprise ne tombe pas entre les mains de ma sœur stupide, ôta ses lunettes. Étant donné l'ampleur du détournement de fonds, qui élève à plusieurs millions de livres sterling, je suis légalement tenu, en tant qu'exécuteur testamentaire et conseiller juridique de Dorian et Fils,
d'engager immédiatement des poursuites civiles et, si nécessaire, pénales. Le mot pénal résonna comme un coup de tonnerre. Michael se laissa tomber sur sa chaise, le souffle coupé, le visage défait. Mon oncle Robert, un homme d'affaires respecté, s'avança lentement et regarda Michael droit dans les yeux. Tu as souillé le nom de ton père. Tu as volé son héritage. Et tu as tenté de faire porter le chapeau à ta propre sœur. C'est alors et seulement alors que j'ai rompu mon silence. Mes paroles étaient mesurées, calmes, mais elles portaient le poids de mes années de souffrance invisible. J'ai regardé Michael, celui qui m'a humilié quelques heures plus tôt. Tu as dit que J était incompétente, Michael, trop faible pour hériter de quoi que ce soit. Mais en secret, c'est toi qui sapais les fondations de l'entreprise. Qui était vraiment l'incompétent, le destructeur? Michael essaya de se lever pour me faire face, mais la force l'avait quitté. Son regard âne était plus arrogant, juste rempli d'une haine impuissante. Il savait que le jeu était terminé. Maître Davy reprit la parole pour le point crucial concernant le testament. Le défunt, Monsieur Dorian père, avait inclus une clause spécifique pour garantir l'intégrité et la survie de Dorian et fils. Cette clause stipule que tout bénéficiaire coupable de malversation financière ou d'atteinte grave à la société sera immédiatement et irrévocablement écarté de l'héritage de l'entreprise. Il fit une pause dramatique, ne laissant aucune ambiguïté. Par conséquent, à la lumière des preuves irréfutables présentées aujourd'hui, la part de la société Dorian et fils destinée à Michael Dorian est nulle et non avenue. Elle sera transférée intégralement à l'héritière restante, Mademoiselle Héloïse Dorian, comme initialement prévu dans les clauses alternatives. La salle est devenue silencieuse à nouveau, mais cette fois, 6 était le silence du jugement prononcé, de la justice accomplie. J'ai senti les larmes monter, mais ce N n'était pas des larmes de tristesse. C était le poids de la solitude qui se libérait. Michael tenta une dernière fois de protester, criant des menaces et des insultes, mais Maître Davy, d'un simple signe de tête, ordonna à son assistant de faire intervenir la sécurité discrète de l'immeuble. Michael fut escorté hors de la salle, hurlant qu'il reviendrait se venger. Je l'ai regardé disparaître. Cet homme qui m'avait tant méprisé, réduit à un criminel expulsé. Son avenir démoli par la vérité que j'avais gardée en secret. Une fois que Michael eut été expulsé, et le silence revenu, la tension commença à se dissiper, laissant place à une étrange fatigue. Ma mère s'approcha de moi, le visage trempé de larmes. Elle ne s'excusa pas pour ses années de soutien tacite à Michael, mais son étreinte était pleine d'une reconnaissance muette. Elle avait compris que j'avais sauvé l'aile, œuvre de son mari. Les autres membres de la famille, l'un après l'autre, vinrent me serrer la main ou m'embrasser, me félicitant pour ma force et ma discrétion. Ils me voyaient maintenant non pas comme la fille effacée, mais comme la véritable protectrice de la famille. Ils ont vu la preuve secrète que j'avais gardée. Ce jour-là, j'ai révélé la vérité, et la salle est devenue silencieuse face à l'horreur. Mais cette révélation N était pas seulement la destruction de Michael Ity, était ma libération. L'héritage, le contrôle de Dorian et fils, venait avec une validation que l'argent ne pouvait acheter. Je n'y étais plus la petite sœur incompétente. J était l'héritière légitime, celle qui avait agi avec intégrité pour protéger la mémoire de mon père et l'avenir de l'entreprise. Michael m'a humilié devant tout le monde, mais en secret j'avais préparé sa chute. Et ce jour-là, tout a changé. J'avais retrouvé ma valeur, ma voix, et la justice m'avait enfin été rendue. La douleur des années était transformée en pouvoir. Je me suis redressée, j'ai pris les rênes de l'entreprise et de ma vie, forte du savoir que la vérité triomphe toujours, même après des années passées dans l'ombre.